Bon, ça y est, nous y sommes. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous, constructeur d'un nouveau monde. Sacré défi. Il faut voir sur quoi on construit ce nouveau monde. Ça bouge. Pour certains, le monde est devenu VUCA. VUCA pour volatile, ça bouge tout le temps. Incertain, uncertain, on ne sait pas dans quel sens ça va bouger. Complexe, il y a plein d'éléments intriqués, difficile de saisir ce qui est cause, ce qui est effet. Et puis ambigu. Ambigu pour dire que des choses en apparente contradiction coexistent. À la fois, nous sommes en faveur de la paix, et en même temps, ça passe par un réarmement. Voilà une ambiguïté de l'époque. Dans ce monde VUCA, dans ce monde qui bouge, difficile de parler des cycles alors qu'on peut vraiment se dire que ça tourne pas rond. Comment, dans cette incertitude, toucher à quelque chose qui pourrait nous aider à naviguer? Merci, une télécommande par exemple. Mieux que ça, je vous propose qu'on s'appuie sur une boussole, celle du bon sens. Allez, je vais invoquer la rose des vents, objet qui, de tout temps, nous a permis de gagner en clarté, en lucidité, de donner un sens à notre trajectoire. Habituellement, dans les entreprises avec lesquelles je travaille, on s'appuie sur les retours terrain, on mobilise l'intelligence collective pour construire la boussole qui nous va bien. Ce soir, à l'ESTP, je vous propose qu'on interpelle 4 points cardinaux, 4 lettres qui seraient celles cachées dans votre nom, ESTP. 4 parties pour ce talk. Le premier, celui de reconnaître que notre monde est en émoi. Le deuxième, comprendre nos mécanismes sous stress. Troisième, comment apprivoiser un nouveau rapport au temps. Et quatrième, comment entamer une nouvelle relation au pouvoir. Émoi, stress, temps et pouvoir. Oui, le monde bouge, le monde est sous tension et même, pour certains, la maison brûle. Comme moi, vous entendez que notre planète est en danger. Pour certains, c'est notre système qui est à bout de souffle. En tous les cas, ça tangue. 3 faits. Le premier, la journée du dépassement arrive maintenant au mois de juillet. La journée à partir du moment où nous avons consommé toutes les ressources que la Terre est capable de régénérer en un an, arrive à mi-parcours dans l'année. Tout ce qui se passe après le mois de juillet, c'est de la vie à crédit. Deuxième fait, nous avons, notamment alerté par les scientifiques du GIEC, dépassé 6 des 9 piliers planétaires, des 9 limites planétaires qui permettraient de contenir la capacité de la planète à se régénérer. Et puis, troisième fait, nous sommes rentrés dans la 6e extinction de masse. Vous avez sans doute entendu parler de l'Anthropocène, cette ère où le poids de notre système humain est trop lourd pour permettre à la Terre de se régénérer. Face à ces 3 faits, qui sont des données scientifiques, difficile de garder son calme. Ni la Terre, ni nous ne sommes des dead rock, des pierres dures ou de la tôle. C'est normal de se sentir agité. Et précisément, depuis 30 ans, c'est ce qu'explore l'écopsychologie. L'écopsychologie propose de faire correspondre nos états d'âme avec les états de la planète, de voir les corrélations. Alors, j'ai peut-être dit un gros mot, psychologie. Peut-être que certains d'entre vous, comme moi il y a encore 15 ans, pensaient que la psychologie, c'était une manière de mettre des pansements sur ce qui nous picote. C'était une manière de distraire certains malaises passagers. Quelle arrogance je pouvais avoir! J'étais encore dans un mode, quand je veux, je peux. Quand je contrôle, tout va bien se passer. Je dois reconnaître que la vie m'a fait expérimenter des choses bien différentes.
34% des salariés français, étude Opinionway 2023, sont en situation de burn-out. 13% sont en situation de burn-out sévère. Je vous souhaite de trouver un boulot qui ait du sens, dans lequel vous puissiez, et qui vous préserve. Mais 13%, c'est 2,5 millions de personnes qui sont en situation d'épuisement professionnel. Tout ça, ce sont des données. Ce n'est pas de la poésie fantaisiste. C'est une manière de lire le monde. Un nouveau monde. Et on a besoin de nouveaux mots pour décrire ça. Peut-être que vous avez entendu parler d'éco-anxiété, pour décrire effectivement ces vagues de désarroi qui touchent toutes les générations face à l'état du monde. Mais il n'y a pas que l'éco-anxiété, hein. Il peut y avoir de l'éco-révolte, de l'éco-indignation, de l'éco-sidération, de l'éco-abattement, de l'éco-sensibilité en fait. Juste être sensible à l'état du monde et reconnaître que nous sommes interdépendants. Voilà la courbe sur ces 30 dernières années de l'indice de confiance, de pessimisme ou d'optimisme en France. Aujourd'hui, 2 Français sur 3 se déclarent pessimistes face à l'avenir pour eux, pour leurs enfants. Alors on fait quoi? En fait, ces limites planétaires, cette planète en feu, elle nous fait rentrer dans un cercle de feu qui se referme sur nous. Se pourrait-il qu'il y ait un lien entre cette terre qui brûle et nos incendies intérieurs? Se pourrait-il que le dérèglement climatique, la perte de biodiversité, l'effondrement des écosystèmes soient les symptômes d'une culture de l'individualisme, de l'égoïsme, de l'indifférence portée aux excès? Se pourrait-il que cette crise écologique soit le reflet d'une crise égologique? Le monde est en émoi et nous ne pouvons pas rester insensibles à ce qui se passe autour de nous. Alors, deuxième idée, c'est de dire, OK, le monde est sous stress, du coup, comment est-ce que je réagis sous stress? Vous avez peut-être appris comme moi que notre dimension animale, face au stress, peut choisir 3 comportements. Faire le mort, fuir, combattre. Ce petit hamster, face aux explosions qui arrivent autour de lui, il a vachement envie de fuir. Mais se pourrait-il qu'il existe une 4e voie, une voie d'évolution? Que ça ne soit pas juste faire le mort, fuir ou combattre, mais que ce soit évoluer. C'est normal d'avoir des mécanismes de protection, mais est-ce qu'on pourrait avoir des mécanismes d'évolution? Eh bien ça nous demande de sortir de notre roue de hamster. Le hamster, quand il est dans sa roue, il court et il a l'impression d'avancer. Mais il reproduit des schémas répétitifs, il se met en pilote automatique et il ne voit pas qu'il répond de manière réactive à des symptômes sans s'intéresser aux causes qui l'ont mis dans cette roue. On entretient les mêmes stimuli qui proposent les mêmes conséquences. Tout l'enjeu de la connaissance de soi, c'est précisément d'activer un observateur en dehors de la roue pour se regarder faire. Alors peut-être que vous avez entendu, dans le monde de l'entreprise, il y a un certain nombre d'outils, d'approches, de connaissance de soi, qu'on peut qualifier de développement personnel, ProcessCom, DISC, MBTI. Celui que je vais utiliser s'appuie sur l'énéagramme, qui est une sagesse qui remonte à Pythagore, pour les mathématiciens, mathématiciennes dans la salle. L'invitation, c'est de se dire, en fait, si je m'observe, je vois qu'il n'y a pas qu'un hamster, il n'y a pas qu'une manière de voir le monde. Il y en a au moins 9.
9 points du cercle qui ont tous un regard particulier sur le réel. Le piège, c'est de croire que dans une équipe, nous avons tous la même paire de lunettes. En fait, l'énéagramme nous invite à regarder comment est-ce que, parce que mon ego enfant a connu des blessures, je vais m'adapter aux dangers du monde que j'ai perçu pour pouvoir survivre et y répondre. Je prends juste 3 exemples sur les 9 ce soir. Bienvenue à l'épicurien optimiste, bienvenue au perfectionniste réformateur et bienvenue au battant compétiteur. Sont des hamsters ou des personnalités qui ont construit leur rapport au monde sur on m'aime parce que je suis le meilleur, on m'aime parce que je distrais les autres, on m'aime parce que je fais ce qu'il y a à faire. Et toutes ces réponses sont justes, sauf que sous stress, elles vont amener de l'excès. Et c'est la quantité qui fait le poison. Les approches de connaissance de soi, elles permettent de trouver le bon curseur. Où est-ce que je suis dans mes ors, dans mes ressources, où est-ce que je suis dans du pilotage automatique et dans de l'absence. Peut-être qu'autour de vous, face aux enjeux écologiques, vous avez rencontré des hamsters bleus qui sont des battants compétitifs et qui essayent d'amener toute leur efficacité à remporter des challenges, au risque de se brûler eux-mêmes, au risque de brûler les autres. Ils sont avec un logiciel, quand je veux, je peux. Et tout ce qui se met sur ma route est un obstacle. J'ai travaillé dans l'économie sociale et solidaire, un secteur essentiel, des entrepreneurs sociaux, des éducateurs sociaux, des contributeurs qui donnent leur vie pour l'intérêt général. Et en même temps, dans ce secteur, il y a beaucoup, beaucoup de surengagement. Parce qu'il y a de l'oubli de soi. Au service d'une cause, on s'oublie soi-même. Deuxième exemple, l'épicurien optimiste. Peut-être qu'autour de vous, vous avez, face au dérèglement climatique, des personnes qui disent que la solution viendra des technologies et de l'innovation. Ce sont des personnalités qui ont construit leur paire de lunettes sur le refus de souffrance, sur la recherche perpétuelle de distraction, de plaisir rapide, fugace. Et on a besoin que la joie soit au cœur de nos actions. Mais ça peut être aussi des stratégies d'évitement où on va survoler les choses en surface sans se poser des questions sur les causes des problèmes. Dernier exemple, le réformateur progressiste, perfectionniste, celui-ci, c'est celui qui a une lecture parfois binaire des choses, soit c'est juste, soit c'est faux, et qui va matraquer le monde à coups de normes. Et les dernières polémiques autour de l'écologie et notamment de l'agriculture ont montré que tout ne peut pas se régler à coup de nouvelles certifications, de normes, de rapports quantitatifs au monde. Tout ne s'explique pas avec des mesures et des chiffres. On en a besoin. Merci aux perfectionnistes réformateurs d'être là, c'est clair. Il faut factualiser l'allocation des ressources. Et en même temps, si jamais je rentre dans l'excès de cette personnalité, je vais tomber dans une tyrannie du chiffre et de la norme. Voilà quelques exemples pour, dans un monde en émoi, nous inviter à comprendre nos mécanismes de stress, quitter le pilote automatique et, en conscience, trouver les justes proportions d'action. Avec les équipes dans lesquelles je travaille, il y a une invitation à reconnaître la diversité de nos points de vue. Et puis, à sortir de ces moments en cercle de feu, de ce moment de stress. Troisième élément, nouveau rapport au temps. Si je suis stressé, c'est parce que je suis en mode urgence. Je suis en mode course éperdue. Vous avez entendu? Course éperdue, c'est ballot. Si je me mets dans ce mode-là, la course est déjà perdue. Comment est-ce que j'arrive à adresser l'urgence sans confondre rapidité et précipitation? Ça demande un nouveau rapport au temps. Le chrono, c'est bien, mais c'est pas tout. Dans l'Antiquité, les Grecs, ils avaient 3 dieux pour parler du temps. Le dieu Chronos,
qui permet d'être à l'heure en rendez-vous, mais qui était aussi un dieu titan qui tuait ses enfants. Et de temps en temps, quand je suis piégé dans l'horloge, je peux me sentir asphyxié. Ils avaient aussi le dieu Kairos, qui est un dieu ailé, qui passe subrepticement, et il fallait le choper, sa petite toupette, pour saisir les opportunités. C'est le temps de l'inspiration, de l'intuition, le temps des signes. Newton, il utilisait Chronos dans son laboratoire et sous son arbre, Kairos. Même chose pour Archimède dans sa baignoire. C'est du temps dilaté. Et puis il y a aussi Aion, qui est le temps des cycles, des répétitions. Comment est-ce que dans mon quotidien, je sors de Chronos et je peux aller parler à Kairos et Aion? Comment est-ce que je peux ouvrir des espaces-temps d'intuition et ouvrir des cycles féconds? Personnellement, pendant 2 ans, j'ai travaillé à mi-temps. Ça a été des espaces de régénération, des espaces de jachère, des espaces d'inspiration. Sur un format un peu particulier, je bossais 2 mois, 2 mois je bossais pas. Je bossais 2 mois, 2 mois je bossais pas. J'avais ce cycle pour créer de la fécondité entre les différents espaces auxquels j'appartenais. J'ai eu la chance de pouvoir faire ça, mais il y a d'autres modalités. Depuis 8 ans, j'organise des retraites créatives à la campagne pour des cadres dirigeants qui ont besoin de prendre du recul, prendre de l'élan pour avoir une clarté plus pertinente quand ils reviennent dans leur temps d'action. C'est juste quelques jours. Voilà le projet Cogitons. Cogitons pour dire réfléchissons ensemble et cogitons, partageons un. Puis, ça peut se faire aussi juste sur quelques heures. Grâce à la Deep Time Walk, la marche du temps profond, on visite sur 3-4 heures la grande histoire du vivant en marchant dans la forêt. On sort, un peu comme dans Interstellar ou dans Inception, du temps ordinaire pour revisiter le temps profond et ses sagesses. Il y aurait d'autres exemples. Toute la culture du slow food, slow finance, slow fashion, et puis aussi la danse des 5 rythmes, par exemple, nous permet de sortir des courses effrénées pour rentrer dans un bal beaucoup plus complexe, qui répond d'ailleurs au principe de variété requise. Face à un problème complexe, les réponses doivent être complexes. Face à l'urgence, je ne peux pas être que dans un mode précipité. Tout ça, ça nous renvoie à un dernier élément qui est notre rapport au pouvoir. Je dois accepter mon impuissance ou ma puissance intérieure. Ce n'est pas une puissance démonstrative pour conquérir le monde, c'est une puissance de régénération qui vient depuis l'intérieur. Ce n'est pas une puissance sûre, c'est une puissance du dedans. Ce n'est pas un pouvoir sûr, c'est un pouvoir de. Si vous voyez cette forme qui ressemble à un lemniscate, un 8 ou un chiffre infini, c'est parce que 2024, c'est une année en 8. 2 plus 0 plus 2 plus 4, ça fait 8. C'est une année de puissance contenue. C'est une puissance qui ne va pas sur le déversement et la conquête, mais c'est une puissance qui se contraint pour rentrer en profondeur. Voilà l'intelligence du vivant. Toute chose dans la nature, tout être a une limite. Même le plus grand des séquoias a une taille maximale. Cette année 2024, c'est une invitation pour trouver ses propres limites et à l'intérieur de ces limites, reconnecter à sa puissance. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Face à un monde en émoi, comment fonctionnent nos mécanismes sous stress? Comment est-ce que je peux les apprivoiser à travers un nouveau rapport au temps et une nouvelle relation au pouvoir? Comment est-ce que j'arrive, face à cette crise écologique, à trouver des nouveaux cycles intérieurs pour calmer ma crise égologique? Comment est-ce que je passe de l'ego à l'éco? C'est tout le champ de l'écologie profonde et de l'écosophie, l'écosophia, pour passer de la logique à la sagesse. Merci.